notre soutien après les jours difficiles que vous avez connus, et vous souhaitez bien sûr en mon nom, mais aussi, je le sais, au nom de l'ensemble de mes collègues de la Commission, un prompt rétablissement. Et bien sûr, on est très heureux de vous accueillir dans une de vos premières sorties ici à la Commission. Ce projet de loi comprend une vingtaine d'articles dont la majorité est issue du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère du numérique qu'avait élaboré votre prédécesseur Franck Riester. L'examen de ce projet de loi a été interrompu au début du mois de mars 2020 à l'issue de son examen par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui est bien moins ambitieux que celui de votre prédécesseur, qui comportait une réforme globale de l'organisation et de la gouvernance de l'audiovisuel public. Cette réforme était attendue et nécessaire. Son abandon a pour conséquence de limiter les synergies entre les différentes sociétés de l'audiovisuel public, comme le montre aujourd'hui l'incapacité de France Télévisions et de Radio France à s'entendre pour développer une offre territoriale numérique commune. La création d'une gouvernance commune devait permettre de concevoir une stratégie numérique audacieuse et puissante pour répondre aux défis des plateformes américaines. Son absence devrait durablement affaiblir le secteur de l'audiovisuel public et bien entendu, nous le regrettons. J'ajoute que la réforme de la contribution à l'audiovisuel public, l'ex-redevance, aurait dû constituer le second pilier de la réforme de l'audiovisuel. Cette réforme a également été abandonnée, alors même qu'elle ne présentait aucune difficulté particulière, si ce n'est la nécessité de faire entendre raison au ministère des Finances, qui a toujours du mal à reconnaître l'intérêt de préserver l'indépendance de l'audiovisuel public. Ceci étant dit, le Sénat étant saisi en première lecture de votre projet de loi, notre commission l'examinera de manière bien entendu constructive, en tâchant de nous limiter à son nouveau périmètre, qui porte sur les dispositions relatives à la régulation du secteur des médias et d'accès aux œuvres. Nous espérons qu'il sera possible d'enrichir ce texte pour tenir compte de la nécessité d'aider nos entreprises à se renforcer, pour produire et diffuser des contenus aussi attractifs que ceux des plateformes. Si nous arrivons à moderniser notre réglementation en ce sens, ce projet de loi aura été utile et constituera une étape importante avant l'indispensable réforme de la loi de 1986 que notre commission appelle de ses voeux depuis 2015, avec les propositions de nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin. Madame la ministre, je vais vous céder la parole pour une intervention liminaire, à l'issue de laquelle notre rapporteur sur le texte, Jean-Raymond Hugonet, vous posera une première série de questions. Et puis, je ne doute pas que par la suite, il y aura d'autres questions des sénateurs ici présents ou présents à travers le distanciel. Pour donc être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, je dois avouer que ce n'était pas gagné d'avance, étant donné que le calendrier, vous le savez, est extrêmement chargé, sans compter que les échéances électorales à venir vont encore raccourcir ce calendrier. Vous le savez, vous l'avez rappelé d'ailleurs, Monsieur le Président, la crise sanitaire a bouleversé la poursuite de l'examen du projet de loi audiovisuel de l'année dernière, mais elle n'a pas diminué, cette crise sanitaire, l'importance des mesures qui y étaient contenues, ni la force, bien entendu, des attentes des professionnels auxquelles ces mesures répondaient. Pour tenir compte du bouleversement du calendrier parlementaire, le gouvernement a fait un triple choix. D'une part, le recours aux ordonnances, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne permet ainsi au gouvernement de transposer plusieurs directives importantes pour le secteur culturel. Je veux vous remercier à nouveau, car je sais bien la difficulté du recours aux ordonnances pour le Parlement. L'ordonnance relative au service des médias audiovisuels a été promulguée le 21 décembre dernier. Les ordonnances permettant de transposer la directive relative aux droits d'auteur dans le marché unique numérique et la directive dite câble et satellite sont en préparation pour une présentation au cours du deuxième trimestre 2021 en Conseil des ministres. D'autre part, le gouvernement a choisi de ne pas reprendre le volet législatif de la transformation de l'audiovisuel public.
mais les objectifs de renforcement des coopérations entre les différentes entreprises du service public de l'audiovisuel ont néanmoins été confirmés dans les contrats d'objectifs et de moyens de ces sociétés qui sont en cours de finalisation. Enfin, le gouvernement a fait le choix de présenter un nouveau projet de loi resserré et recentré sur un nombre de dispositions plus restreintes, mais urgentes et consensuelles, et susceptibles d'être adoptées avant la fin de l'année 2021. Et c'est de ce texte dont nous parlons aujourd'hui. 3 enjeux forts structurent ce projet de loi. Le premier enjeu est le renforcement de la lutte contre le piratage. Ces dispositions trouvent une acuité renforcée dans le contexte de crise sanitaire en raison des pratiques culturelles actuelles. L'enquête sur les pratiques culturelles des Français en temps de confinement, qui a été menée par mon ministère, montre que l'offre numérique culturelle a été fortement sollicitée pendant cette période, confirmant d'ailleurs une tendance qui n'est pas née avec la crise sanitaire et qui se dégage depuis une bonne dizaine d'années. Mais cette forte augmentation de la consommation de biens culturels numériques dématérialisés s'est accompagnée d'une hausse des pratiques illicites, ce qui justifie d'autant plus les dispositions du projet de loi. La lutte contre le piratage se voit ainsi renforcée par plusieurs dispositions de fond qui ciblent non pas les internautes, mais les sites Internet qui tirent un profit commercial de la mise en ligne d'œuvres en violation des droits des créateurs. Le projet de loi prévoit ainsi que soit dressée une liste noire des sites Internet dont le modèle économique repose sur l'exploitation massive de la contrefaçon. Il permet également de lutter plus efficacement contre les sites miroirs, qui sont les sites qui réapparaissent sous une autre adresse URL après fermeture d'un site jugé illicite. Vous me permettrez, pardon, de prendre de temps en temps ma respiration. Mes capacités respiratoires ne sont pas au top. Enfin, le projet de loi, oui, pardon pour cette expression parfois un peu hachée. Prenez votre temps. Merci, Monsieur le Président. Enfin, le projet de loi prévoit un dispositif spécifique de référé pour lutter contre le piratage sportif. La lutte contre le piratage sportif exige la mise en place de mesures adaptées, tenant compte de l'urgence inhérente aux retransmissions audiovisuelles en direct de manifestations sportives. C'est pourquoi le projet de loi instaure un mécanisme ad hoc de référé qui est susceptible de produire des effets pendant toute la durée de la saison sportive. Ce projet de loi vise donc à accompagner les internautes dans leurs pratiques numériques vers des usages responsables, notamment au regard des règles de la propriété intellectuelle. Le deuxième enjeu auquel répond ce projet de loi est la modernisation de la régulation des contenus audiovisuels et numériques. Pour mener à bien ces nouvelles missions en matière de lutte contre le piratage, mais aussi pour tenir compte de la convergence progressive de l'audiovisuel et du numérique et de la nécessité de rationaliser l'organisation administrative en matière de régulation des contenus, le projet de loi fusionne la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, Hadopi, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, en une nouvelle autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM. Ce nouveau régulateur sera compétent sur l'ensemble du champ de la régulation des contenus audiovisuels et numériques. Il sera aussi mieux armé et plus efficace grâce à 3 évolutions proposées par le texte. Son collège sera recomposé, pas récompensé pour l'instant, recomposé, ses missions élargies et ses pouvoirs de contrôle et d'enquête étendus. Cette modernisation permettra de mieux réguler les communications sur Internet, de protéger les œuvres culturelles et de veiller au respect du droit d'auteur et des droits voisins. Enfin, le troisième enjeu auquel répond ce texte,
c'est la protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises. Ce chapitre du projet de loi est nouveau par rapport au texte examiné en mars 2020 à l'Assemblée nationale. Les catalogues de nos œuvres cinématographiques et audiovisuelles constituent notre patrimoine. Ils forgent notre identité culturelle. Ils sont un élément de notre souveraineté nationale. Je pense aux films de Jean Renoir, de Jean-Pierre Melville, d'Agnès Varda ou encore évidemment de l'immense Bertrand Tavernier qui nous a quittés le 25 mars dernier. Aujourd'hui, le public a la garantie d'avoir accès aux œuvres françaises car les producteurs établis en France qui possèdent ces œuvres sont tenus à une obligation de recherche d'exploitation suivie prévue par le Code de la propriété intellectuelle. Cette obligation essentielle leur impose de conserver les supports des œuvres en bon état et de fournir leurs meilleurs efforts pour que l'œuvre puisse être exploitée en France et à l'étranger. Or, existe aujourd'hui le risque que de grandes sociétés de production ou simplement leur catalogue soient rachetés par des entreprises éloignées de tout objectif culturel, des entreprises étrangères, des fonds d'investissement. Ainsi, les œuvres rachetées par ces entreprises pourraient, du jour au lendemain, être rendues inaccessibles au public français. En effet, ces acheteurs pourraient décider de les retirer temporairement du marché pour en faire monter les prix. Ou encore, ils pourraient décider d'exploiter seulement les films les plus rentables et laisser le reste des films en déshérence. L'article 17 du projet de loi étend donc à toutes les personnes qui rachètent une ou plusieurs œuvres françaises l'obligation de recherche d'exploitation suivie qui existe aujourd'hui uniquement pour les producteurs établis en France. Il prévoit ensuite que tout projet de cession d'œuvres doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de mes services au moins 6 mois avant la date de l'opération engagée. Ces 6 mois permettent de vérifier que l'acheteur présente bien toutes les garanties pour assurer la recherche d'exploitation suivie. Si ce n'est pas le cas, des obligations garantissant l'exploitation suivie des œuvres françaises de ces catalogues peuvent lui être imposées. Pour conclure cette intervention, je voudrais dire que ce projet de loi est pour le gouvernement un texte urgent, important et cohérent. Un texte urgent, car il reprend les dispositions du projet de loi initial les plus attendues par les secteurs concernés, en dehors de la transposition des directives que le gouvernement a été habilité à assurer par voie d'ordonnance. Un texte est important aussi, ce texte est important car il apporte des réponses concrètes à 3 enjeux majeurs dans le domaine de la communication audiovisuelle. La protection des droits, ceux des auteurs, des producteurs, des diffuseurs, des fédérations sportives. L'organisation de notre régulation, qui doit être rationalisée et modernisée, et la défense de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises dans un contexte où la demande d'œuvres n'a jamais été aussi forte. C'est enfin un texte cohérent, car ces 3 chapitres sont étroitement liés entre eux. La lutte contre le piratage et la protection des catalogues participent d'un même objectif, celui de défense de notre création culturelle. Elle vise à permettre au public d'accéder aux œuvres dans des conditions respectueuses des droits des créateurs. Et il faut un régulateur solide et puissant pour mettre en œuvre les nouveaux outils de lutte contre le piratage, outils innovants, outils ambitieux. La création de l'ARCOM marque à la fois la volonté de passer à la vitesse supérieure de lutte contre les sites pirates et d'inscrire cette action dans une politique plus large de régulation des contenus en ligne. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, les quelques mots liminaires que je souhaitais adresser à votre commission en amont de nos échanges. C'est une première étape aujourd'hui. Je fais pleinement confiance à la qualité du travail fourni par Monsieur le rapporteur et par la Commission dans son ensemble
pour conserver, bien sûr, la cohérence que le gouvernement a souhaité donner à ces textes, mais également l'enrichir à bon escient. Je serai, en tout cas, comme toujours, très attentive au dialogue avec vous, car je suis, vous le savez, très attachée au travail parlementaire. Mon équipe et moi-même demeurons à votre entière disposition pour travailler ensemble sur ce texte et je suis disponible maintenant, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci Madame la Ministre. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Jean-Raymond Hugonet, notre rapporteur sur ce texte, pour qu'il vous pose une première série de questions. Merci Président. Bonjour Madame la Ministre. Effectivement, très heureux de vous retrouver parmi nous. Ma première question portera sur l'avenir de la plateforme TNT. Certaines chaînes s'interrogent aujourd'hui sur l'avenir de la TNT et estiment que les contraintes qui y sont attachées sont trop importantes compte tenu de la baisse de la part de cette technologie dans les modes de réception de la télévision. Est-ce que ce projet de loi ne pourrait pas permettre de lever certains obstacles concernant l'avenir de la TNT ? Je pense en particulier à la nécessité pour le CSA de lancer un appel à candidature pour le second renouvellement des autorisations d'émettre. Mais je pense aussi à la possibilité d'imposer la norme HbbTV sur les téléviseurs afin de favoriser l'interactivité sur la TNT. Que penseriez-vous d'introduire ce type d'ajustement dans le projet de loi ? Ma deuxième question prolonge la précédente et concerne l'UHD, l'ultra haute définition. Le projet de loi ne reprend pas les dispositions du projet de loi de votre prédécesseur sur l'expérimentation de l'UHD. Quelles en sont les raisons ? Quel est votre avis sur l'UHD hertzien alors que plusieurs chaînes s'interrogent sur le coût d'une telle technologie qui nécessiterait de changer de téléviseur ? Troisième question, elle portera sur les programmes et plus précisément sur la réglementation de la production. La situation actuelle est marquée par la persistance d'une très forte asymétrie entre les nouveaux acteurs comme Netflix et les acteurs historiques. Les chaînes françaises ont besoin de maîtriser les droits attachés à la production pour concurrencer les plateformes. Que penseriez-vous pour favoriser l'accès aux œuvres audiovisuelles financées par les chaînes du fait d'établir, par exemple, une règle de 50-50, 50% de recours à la production indépendante et 50% de souplesse permettant aux chaînes de produire en interne et de conserver les droits négociés de gré à gré. Quatrième et dernière question me concernant, elle concerne la lutte contre le piratage et vous y avez fait mention fortement puisque c'est un des objectifs majeurs. Le projet de loi procède à la fusion du CSA et de l'Hadopi au sein d'un nouveau régulateur, l'Arcom. Ce dernier devrait bénéficier de 2 pouvoirs supplémentaires avec l'établissement d'une liste noire et la lutte contre les sites miroirs, mais la réponse graduée en elle-même n'évolue qu'à la marge. Beaucoup auraient pourtant souhaité étendre plus encore les pouvoirs du régulateur, notamment par l'institution d'une transaction pénale établie par l'Arcom pour éteindre l'action publique, suivant en cela les recommandations d'un rapport d'Olivier Dutheillet de Lamotte et Béthania Gachet. Ne serait-il pas temps d'introduire cette disposition dans notre législation ? Merci de votre attention. Je vais vous proposer de répondre à cette première série de questions et puis après, mes collègues ont d'autres questions à vous poser, mais peut-être cette première série appelle d'ores et déjà quelques réponses. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Vous avez posé des questions très importantes et très pertinentes sur l'architecture du texte. Effectivement, votre première question porte sur l'avenir de la plateforme TNT. Sur le périmètre lui-même du projet de loi, le gouvernement, je vous l'ai dit, a choisi un texte resserré pour permettre son examen dans le peu de temps imparti autour de mesures qui sont d'une part très attendues et qui sont d'autre part cohérentes entre elles. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été décidé de reprendre certains volets du projet de loi audiovisuel
comme les dispositions relatives à la modernisation de la TNT. Je sais qu'il y a une volonté du Sénat d'avancer sur le sujet. J'ai eu l'occasion d'en parler avec vous, Monsieur le Président Laurent Lafont, et avec vous-même, Monsieur le rapporteur, et je sais que la sénatrice Morin-Desailly a déposé une proposition de loi en ce sens. Sur le fond, évidemment, le gouvernement reste favorable aux mesures qui étaient prévues dans le projet de loi audiovisuel initial. Je ne m'opposerai pas à ces dispositions sur le fond. Je rappelle néanmoins, et je veux sur ce sujet être complète, le risque de tels amendements est notable qu'ils puissent être déclarés irrecevables au regard de l'architecture actuelle du texte ou a posteriori comme cavalier législatif par le Conseil constitutionnel. J'avais d'ailleurs, Monsieur le rapporteur, appelé votre attention sur ce fait. Au-delà, je regarderai avec bienveillance vos amendements. J'alerte quand même sur le besoin de rester le plus possible sur un texte resserré. Vous m'avez posé également une question sur la norme HbbTV. C'est une norme très intéressante qui permet de combiner les avantages de la diffusion hertzienne. Oula, pardon. Et ce de côté, le CSA a lancé des expérimentations que nous suivons avec attention. Il est trop tôt, Monsieur le rapporteur, pour envisager d'imposer cette norme aux équipementiers. Elle n'est pas suffisamment déployée par les éditeurs. Ce serait en outre fragile juridiquement. En revanche, on a introduit dans l'ordonnance du 27 décembre 2020 un principe d'intégrité du signal sur lequel le CSA pourrait s'appuyer pour s'assurer que les distributeurs n'amputent pas le signal de l'éditeur lorsque celui-ci fait le choix de recourir au HbbTV. Votre question suivante portait sur l'UHD. Il est vrai que l'UHD a un coût pour le producteur qui doit capter en UHD, pour l'éditeur qui doit diffuser de même, qui consomme plus de ressources, même si c'est partiellement compensé par la progression des normes de compression, et pour le téléspectateur qui est obligé de renouveler les équipements anciens, même s'il me faut préciser que la plupart des téléviseurs de grande taille mis sur le marché aujourd'hui sont d'ores et déjà compatibles. Mais c'est une question de compétitivité de la plateforme TNT face aux autres modes de diffusion qui évoluent progressivement vers l'UHD et qui vont donc mécaniquement conduire les téléspectateurs à s'équiper. Il pourrait donc y avoir un risque de décrochage en termes de qualité perçue qui fragiliserait l'avenir de la plateforme. Je redis donc mon accord sur le fond des dispositions sur le sujet qui figuraient dans le projet de loi initial et qui sont d'ailleurs aussi dans la proposition de loi de Mme Morin-Desailly. Mais je redis aussi mes doutes sur la possibilité d'introduire ces dispositifs par amendement sans risque de les voir qualifiés de cavaliers, ainsi que sur la nécessité d'en rester à un texte resserré. Le projet de loi ne reprend pas ces mesures pour les mêmes raisons, la volonté d'un texte resserré avec une certaine cohérence. Votre question suivante, Monsieur le rapporteur, portait sur la réglementation de la production. C'est une question très importante que vous posez et vous pointez à juste titre la question du rééquilibrage des obligations entre acteurs historiques et nouveaux entrants en matière de financement de la production. Ce rééquilibrage est déjà en cours. Au niveau législatif, nous avons transposé la directive SMA par l'ordonnance du 21 décembre dernier. Cela nous permet désormais d'appliquer notre régime de contribution à la production aux chaînes et plateformes de vidéo à la demande étrangère qui visent notre territoire. Au niveau réglementaire, un décret d'application de cette ordonnance, dit décret SMAD, qui fixe le nouveau régime de contribution à la production d'œuvres qui s'applique tant aux services relevant de la compétence de la France qu'aux étrangers visant la France, est en cours d'examen au Conseil d'État. J'ai par ailleurs invité l'ensemble des parties prenantes à discuter en vue d'une révision du décret qui fixe le régime de contribution à la production des chaînes de la TNT, le décret TNT,
Ils ont jusqu'à fin avril pour en discuter. Il faut donc laisser ce travail se poursuivre. Le niveau de la part indépendante ne relève pas d'ailleurs de la loi. J'ajoute que tous les acteurs historiques ne souhaitent pas forcément faire baisser ce niveau. Certains plaident plutôt pour un assouplissement de la définition de la dépendance. Mon objectif est donc de construire un nouveau cadre assis sur un consensus éditeur-producteur. J'attends donc de voir quel sera le résultat des discussions en cours. Enfin, votre quatrième question portait sur la lutte contre le piratage et la transaction pénale. J'entends bien sûr avec vous la volonté de certaines parties prenantes d'aller plus loin. C'est un sujet complexe. Il y avait d'ailleurs eu de longs débats sur ce sujet lors de l'examen du projet de loi audiovisuel chez vos collègues de l'Assemblée nationale. Le gouvernement avait alors été défavorable à l'introduction de ce dispositif. Je crois que ce serait une erreur de se focaliser sur le mécanisme de réponse graduée qui cible uniquement les échanges de pair à pair et ignorer les autres formes de piratage telles que la lecture en flux ou le téléchargement direct, qui représente d'ailleurs la majorité maintenant des piratages. Le vrai problème aujourd'hui, ce sont les sites contrefaisants eux-mêmes qui génèrent des revenus extrêmement importants avec leurs pratiques illégales. Le projet de loi prévoit pour la première fois des dispositions pour lutter efficacement contre les sites pirates. Liste noire de ces sites pour favoriser les approches qui permettent de responsabiliser les entreprises qui ont des liens commerciaux avec les sites pirates, lutte plus efficace contre les sites miroirs, référé spécifique pour les compétitions sportives. Il permet également, grâce à la fusion CSA-ADOPI, de créer un régulateur unique et puissant chargé de la lutte contre le piratage. Le niveau de sensibilité du grand public sur la question de la répression des pratiques des internautes reste élevé, je me permets de le rappeler. Donner le sentiment d'un durcissement de la répression me semblerait inopportun en tout état de cause, mais tout spécialement dans le contexte actuel. Le succès de la transaction n'est par ailleurs en aucune manière garanti. Il n'y a aucune incitation pour les internautes à accepter de payer une amende s'ils n'ont pas la certitude qu'ils seront poursuivis en cas de refus de transiger. Voilà, monsieur le rapporteur, la réponse à vos premières questions et je suis maintenant à disposition de vos collègues sénatrices et sénateurs, monsieur le Président. Madame la ministre, je commence d'abord par vous souhaiter un rétablissement encore plus grand. Je crois que j'étais quelques jours avant avec vous sur une école du 20e arrondissement. En tous les cas, bon rétablissement. Sur cette loi, première remarque, il n'y a aucune raison réelle en termes d'agenda, qui justifie vraiment le fait que entre le moment où ça s'est arrêté à l'Assemblée nationale, la discussion de la loi, c'est-à-dire il y a 1 an, et la fin du quinquennat, on n'ait pas trouvé de quoi la faire passer au Sénat, puisque la discussion était quasiment finie à l'Assemblée nationale. Donc on peut m'expliquer tout, mais certainement il y a une raison. Ça ne veut pas dire que je soutenais l'ensemble des dispositions, mais il y avait une ambition que j'ai toujours partagée, qui était à un moment donné d'avoir une discussion globale sur le nouveau paysage audiovisuel et arrêter de mettre des pansements à la loi de 86 et plutôt envisager dans sa globalité un environnement qui a été plus que révolutionné depuis, pour avoir une cohérence de ce paysage privé, public, etc. Donc ce débat était nécessaire pour la société, tout simplement, puisque les médias ont pris une place importante, et dans son rapport aussi aux plateformes, aux nouveaux usages, aux nouvelles technologies, tout cela, c'était bien d'avoir une discussion globale. On ne l'aura pas. Cette critique, elle vaut
pour longtemps, pour moi, ce n'est pas spécifique à ce gouvernement. À chaque fois, on a dit qu'un quinquennat commençait, il faudra une grande loi audiovisuelle pour, etc. Et à la fin, on avait une petite loi. Toujours. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je le présageais avant. Alors là, c'est une petite loi qui s'attaque à un problème que je soutiens absolument, puisque dès 2013, j'étais au centre d'une polémique parce que dans la loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public, j'avais envisagé de déposer un amendement au Sénat pour la fusion de la DOPI et du CSA, partant d'un constat qui s'est imposé finalement, qu'on ne peut pas considérer que quand les contenus audiovisuels circulent encore plus sur le net que sur nos télés classiques, le CSA, il va réguler que sur les télés. C'est pas possible. On a vu des aberrations du type faire une loi qui interdit la pub avant les émissions pour enfants sur le service public, et aucun, alors que c'est déjà pas mal régulé, le service public en termes de contenu, d'éthique, etc. Et puis rien sur YouTube où les jeunes sont et les enfants sont là toute la journée, beaucoup plus que sur les télés qui ont cette régulation. Et là, aucune régulation. Donc, je pense que c'était très important, à un moment, qu'il y ait quelque chose de global, de cohérent pour les contenus audiovisuels, et je soutiens cela. Avec, pas une condition, mais quelque chose qui devrait aller avec. C'est que s'il y a fusion, si le CSA, l'Arcom, demain va devoir avoir cette gigantesque tâche de régulation de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux y compris, alors vous imaginez bien que pour que cette tâche puisse s'accomplir de façon crédible et efficace, il lui faut des moyens énormes. En tous les cas plus importants que ce qu'il a et que ce qui est prévu dans le budget. Donc on sera attentif, j'espère tous, au budget qui va venir, qu'avec cette nouvelle dimension, on ne soit pas dans un budget qui rend impossible sa tâche. Voilà pour cet aspect important. Deuxième aspect, j'étais pour la réduction du nombre de membres du CSA. Donc on est passé à 7, c'est une question d'efficacité, etc. Mais l'état d'esprit du CSA tel qu'il existait, tel que nous l'avons réformé, était pour que les instances qu'il nomme, notamment, soient indépendantes, il fallait que lui-même soit indépendant. Et donc il y avait une nomination par le président, c'était le président, et puis les deux chambres nommaient les trois autres, chacune, ça faisait 6 sur 7 membres nommés par le Parlement dans sa diversité, et ça donnait cette garantie. D'ailleurs, on l'a vu, le CSA n'a jamais été contesté dans son pluralisme depuis. Or, là, on reste à 7, mais il y a 2 nominations par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Donc, le Parlement est affaibli. De fait, c'est une réalité qu'il a 2 de moins. J'aimerais qu'on réfléchisse, si il faut ces 2-là, et je le concède, qu'on ne baisse pas, en tous les cas, au moins qu'il y ait ce débat. Parce que l'époque est à l'affaiblissement du Parlement, dans tous les domaines, on n'arrête pas de le dire ici. Donc je ne vais pas cautionner le fait qu'on l'affaiblisse. Voilà. On va me dire, mais t'es un peu obtus. Non, il y a des signes politiques qui s'envoient. Si on déséquilibre à ce point la place du Parlement dans ces 7, il y a un vrai sujet politique, surtout dans le contexte actuel où nous sommes trop souvent contournés. Et vous avez évoqué d'ailleurs les contournements. C'est-à-dire qu'on ne vote pas la loi, grande loi envisagée, mais tout passe par ordonnance ou par décision unilatérale de l'exécutif. Je donne un exemple. On décide de redéfinir le périmètre de France Télévisions, de fait, puisqu'on supprime 2 chaînes, ça ne passe pas dans la loi. C'est une décision gouvernementale. Et nous, on n'a que nos yeux pour pleurer. Alors qu'on est unanime. Tous ceux qui sont penchés
sur cette question, disent haut et fort, avec notre président de commission encore dernièrement, que France 4, il faut maintenir une chaîne jeunesse. Et puis les ordonnances, qui tardent. Nous, on a donné l'exemple il y a 1 an au Sénat, en faisant qu'on accepte, alors qu'on est contre les ordonnances, on a dit pour aller vite, pour aider le secteur, on va quand même accepter l'ordonnance. Elle est parue quand même qu'en décembre et tarde à arriver l'eau demain. En tous les cas, comme quoi les ordonnances, ça ne va pas plus vite que la loi très souvent. Donc voilà, je voulais conclure en vous disant que dans ce débat, des sujets annexes qui touchent à l'audiovisuel, effectivement peuvent être frappés d'anticonstitutionnalité, d'article 40, etc. On essaiera d'éviter. Mais on essaiera d'éviter ce piège, mais sans que ces débats ne soient pas dans l'hémicycle. Donc, moi, j'appelle ici à une grande ouverture sur la façon dont on va apprécier ce qui est recevable et pas recevable, parce qu'on ne peut pas interdire tous les débats dont on est frustré, mais que l'Assemblée a eu, par contre. Et la question du sport, je soutiens votre ligne, en général, sur le piratage, qui est de s'attaquer aux sites qui en font commerce, aux sites pirates. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas ces sites, il n'y aurait pas de consommateurs de ces sites qui se mettent eux-mêmes dans l'illégalité, certes. Mais je suis pas content, on va dire, qu'on ait mélangé le sport, le piratage concernant le sport, qui est un vrai sujet, qui mérite une loi peut-être, avec ce dont on discute. Pourquoi ? Parce que quand on pirate la culture, le cinéma, etc., alors que des millions de gens en vivent pauvrement pour créer, il y a quelque chose où on peut faire prendre conscience à la jeunesse, c'est pas possible. Il faut qu'ils comprennent qu'ils pillent quelqu'un qui veut en vivre. C'est le droit d'auteur, etc. Le sport, dans un système où on accepte que le sport le plus populaire, qui fédère le plus le peuple dans sa profondeur et des origines sociales les plus modestes, par exemple le foot, ne soit plus accessible gratuitement. En période de pandémie, on ne peut même pas aller au stade avec une place à quelques dizaines d'euros dans un virage. Eh bien, on est interdit de pouvoir assister à cela, ce qui fait communion, etc., parce qu'il faut payer. Et il faut payer plusieurs fois. Si tu veux voir l'Europe, si tu veux voir le championnat de France, etc. Donc, dans un système où tout jeune qui a envie de voir n'a que la possibilité du streaming, et il existe, y compris par des gens qui en profitent, ne pas s'attaquer à ce système où des gens sont payés des millions, ils ne sont pas volés les joueurs, hein, on peut dire qu'ils vivent bien par rapport aux artistes pillés. Mélanger les deux problèmes alors qu'on ne s'attaque pas à l'économie du sport et au fait qu'il faut rendre accessible le sport à la majorité de nos concitoyens, vient perturber le message pédagogique qu'on veut envoyer quand on se bat contre le piratage. Merci. Michel Laugier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bien sûr, très heureux de vous retrouver. Juste quelques précisions sur ce texte et surtout votre position. Déjà, c'est vrai qu'on peut regretter le périmètre de la loi. On s'attendait à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le périmètre est très réduit et d'autant plus qu'on peut faire rentrer beaucoup de choses dedans. Donc là, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal. La deuxième chose, bien sûr, sur les sites sportifs illégaux de piratage, je vais aussi dans le même sens que David Assouline. Et en plus, c'est devenu d'autant plus important dans cette période de pandémie. On n'a pas d'autre choix que d'être devant son poste de télévision. Et en plus, c'est vrai que, alors après, avec la crise de Mediapro, mais c'est vrai que ça coûte très cher aujourd'hui de pouvoir suivre des matchs de football à la télévision. Donc, vraiment, on sera très, très vigilant sur les moyens qui seront mis pour éviter ce piratage. Bien sûr, tout à fait favorable à la fusion du CSA et de l'Hadopi. On en parlait depuis un petit moment déjà. Donc là, on entre dans le vif du sujet, donc ça nous permet d'être très efficaces.
Et puis permettez-moi juste alors une question un peu plus précise sur l'article 17 et les risques liés sur la recherche de l'exploitation dans le cas d'une vente d'œuvres. Le Conseil d'État a estimé dans son avis que les obligations éventuellement imposées à l'acheteur devaient être assorties d'une compensation financière de l'État. Or, rien n'est prévu aujourd'hui dans le texte. Merci pour votre réponse. Jérémy Bacchi, qui doit être derrière son écran. Jérémy. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord? J'ai eu quelques soucis de connexion jusqu'à présent, donc j'espère que vous arrivez à m'entendre. On t'entend très bien. Parfait, merci. Merci. Donc j'aurais 3 questions pour vous, Madame la Ministre. Tout d'abord, sur la protection des catalogues, est-ce qu'on peut imaginer un système de préemption par l'État d'œuvres françaises? Et si oui, sur quelle base de choix d'œuvres, afin de les protéger et surtout de les rendre accessibles? Le projet de loi prévoit que le ministère pourra imposer des conditions d'exploitation de l'œuvre pour éviter qu'elle ne tombe dans l'oubli, mais cela impose quand même qu'elle soit réellement accessible. Ma deuxième question, vous y avez en partie répondu, concerne toujours la protection des catalogues. Qu'en sera-t-il en matière de coproduction? Imaginons par exemple un film cofinancé par M6 Studio et Netflix. Si le groupe de Nicolas de Taverneau envisageait de céder une partie de ses droits à Netflix, est-ce que le ministère aura alors son mot à dire? Et enfin, très rapidement, une dernière question sur la concentration des médias. Est-ce que la jauge actuelle prévue par le CSA, est-ce que les jauges actuelles prévues par le CSA vont être amenées à bouger? Je vous remercie. Laure Darcos. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bien évidemment, je suis très heureuse de vous revoir et j'espère que vous allez quand même faire attention dans les semaines qui viennent. C'est votre santé avant tout, même si on est ravis de vous retrouver. Moi, je voudrais... alors, bien évidemment, je suis totalement d'accord avec mes collègues sur le fait que nous sommes un peu frustrés sur le périmètre de la loi et je trouve que les questions posées par le rapporteur sur la TNT valent quand même d'être posées. Et donc, sur le périmètre lui-même, je pense qu'on y reviendra sûrement. Je pense que c'était en même temps très important que cette loi ait lieu pour Hadopi et pour le CSA. Hadopi, l'ancien président nous disait que ça devenait très très compliqué, même ne serait-ce qu'en termes de personnel, de motivation des équipes. Donc je pense que vraiment pour l'ARCOM à venir, c'était important de pouvoir être enfin, d'aboutir à cette transformation. Moi, je voulais revenir sur un sujet très précis qui concernait les dispositions relatives à la protection des catalogues audiovisuels remarquables. Je me fais là-dessus vraiment le porte-parole des sociétés de production qui ont trouvé que... ils ont été très surpris en fait de cette disposition dans ce texte sans avoir eu de concertation préalable du tout avec aucune des sociétés françaises détentrices de catalogues audiovisuels. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, j'attends, Madame la Ministre, que vous puissiez m'en dire plus. Et elles sont déjà tellement fragilisées par la crise sanitaire, la baisse drastique des aides du CNC pour le secteur patrimonial. D'ailleurs, ils craignent que ça s'arrête après 2021. Ça remet en cause aussi la définition elle-même de catalogue audiovisuel remarquable. Qu'est-ce que c'est que cette définition? Le fait qu'on garantit à l'accès au public, ça contrevient quand même au Code de la propriété intellectuelle qui met à la charge du producteur une obligation de moyens et non obligation de résultat. Tous ces sujets sont en tout cas assez anxiogènes pour eux et je voulais que vous puissiez développer un petit peu plus et voir comment on pourra faire pour que ces sociétés de production françaises qui ne sont absolument pas sur le fond opposées à cette mise à disposition puissent être rassurées quant à leur société et leur exploitation. Merci. Et enfin, Julien Bargeton. Julien, on ne t'entend pas là. Vous m'entendez pas? C'est bon. Si, c'est bon. Pardon. Bonjour à toutes et à tous, et puis ravi de vous retrouver, Madame la Ministre, chère Roselyne, et puis des mots d'encouragement, moi aussi. Et c'est bien de reprendre ces activités, mais c'est bien aussi de les reprendre progressivement et de se reposer. En tout cas, vraiment, vraiment ravi. Et j'étais dans ce déplacement aussi dans une école du 20e arrondissement. Et voilà, je suis vraiment très content que nous puissions échanger.
Alors c'est vrai que le nouveau projet de loi présenté est plus resserré que le précédent. J'espère que je n'ai contaminé personne à cette occasion. Hein. Comme David, c'était un clin d'œil. Il est vrai que le nouveau projet de loi que vous présentez est plus resserré que le précédent. Il conserve néanmoins, je trouve, moi, des dispositions consensuelles et ambitieuses de l'ancien projet de loi, notamment, ça a été cité, sur le piratage avec la fusion d'Adopi et du CSA, dont nous parlerons, je crois, beaucoup et qui va animer nos débats. Le projet de loi précédent avait pour ambition affichée également la souveraineté culturelle à l'ère numérique, une notion qui n'apparaît plus dans l'intitulé du nouveau projet de loi. Pouvez-vous nous dire et nous repréciser quels sont les outils du texte qui permettront de renforcer cette souveraineté culturelle qui est d'autant plus indispensable à l'ère du numérique? Merci beaucoup. Voilà, Madame la Ministre, toutes les questions vous ont été posées. Alors, je vais vous laisser la parole. Si vous souhaitez faire une pause à ce stade, bien entendu, c'est comme vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Président. En écoutant les sénatrices et les sénateurs, j'ai repris mon souffle. D'abord, je voulais remercier l'ensemble des sénateurs et sénateurs qui m'ont interrogé, de m'avoir transmis leurs vœux de bon rétablissement. Effectivement, je suis toujours en convalescence, mais je suis aussi à la manœuvre pour gérer toutes les choses si importantes dans cette période sanitaire compliquée, mener les travaux qui vont permettre la réouverture des lieux culturels que nous attendons tous et me déployer sur tous les sujets qui accompagnent ou d'ailleurs qui sont oubliés. Je le note, on se focalise beaucoup sur la crise sanitaire et c'est tout à fait compréhensible, mais je mène aussi toutes sortes de sujets en même temps. Je pense en particulier, par exemple, au plan de relance sur les énormes crédits du patrimoine ou d'autres sujets que vous avez vus à travers la communication du ministère, ne serait-ce qu'hier, en renforçant la possibilité pour les cinémas ou les radios territorialisées d'accéder à des aides alors qu'elles ont été gravement menacées par la crise sanitaire. Oui, dans leur recette de publicité. Donc, je veux être complètement à la manœuvre. David Assouline, je me suis expliqué sur les raisons qui ont conduit à ce texte resserré. Je note que, et vous l'avez signalé, que dès 2013, vous étiez un militant de la fusion de l'Adopi et du CSA. Bien entendu, ça ne relève pas de ce texte qui n'est pas un texte budgétaire. J'ai bien retenu qu'au-delà du soutien que vous apportez depuis pratiquement 10 ans à cette fusion, cela nécessitera des moyens renforcés. Cela ne relève pas donc de ce texte architectural, mais les besoins de la future ARCOM émargeront au service du Premier ministre et je ne doute pas de votre vigilance sur ce sujet. Vous m'avez également interrogé, ainsi que d'autres de vos collègues, sur la composition de l'ARCOM. Donc, le collège de la future ARCOM comprendra, outre son président, 2 membres désignés par le président de l'Assemblée nationale, 2 par le président du Sénat, 2 magistrats, chargés notamment de la réponse graduée prévue par le Code de la propriété intellectuelle. Je rappelle que dès le projet de loi de 2019, la composition du collège de la future ARCOM répondait à l'objectif de ne pas augmenter le nombre de ses membres. Ce texte introduisait au sein du collège de l'ARCOM un magistrat désigné par le président de la République, chargé de la réponse graduée, et un membre du collège de l'ARCEP. Pour maintenir le nombre de membres du collège à 7, le projet de loi réduisait donc de 3 à 2 le nombre de membres désignés par les présidents des 2 assemblées. Le présent projet de loi maintient ce principe en l'adaptant. Il ne prévoit plus la présence au sein du collège de l'ARCOM d'un membre de l'ARCEP, ni la présence réciproque d'un membre de l'ARCOM dans le collège de l'ARCEP. Comme les 2 autorités l'ont souligné dans leurs avis respectifs,
Le renforcement de la coopération entre elles est déjà largement engagé et rend moins nécessaire l'instauration de ce mécanisme complexe de participation croisée. En revanche, le texte prévoit que le collège accueille 2 nouveaux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour de cassation, en lieu et place de 2 des 6 membres nommés par les assemblées parlementaires. Pourquoi avons-nous prévu la présence de ces magistrats au sein de cette nouvelle instance? La présence au sein du collège de membres ayant le statut de magistrat a semblé tout à fait souhaitable au gouvernement, et ce pour 2 raisons principales. Au regard des enjeux, notamment juridiques, attachés à la mission de réponse graduée, aujourd'hui dévolue à la Commission de protection des droits de la Hadopi, qui est composée de magistrats, et de la nécessité d'apporter toutes les garanties nécessaires dans la mise en œuvre de cette procédure de nature pré-pénale. La sensibilité des atteintes à la vie privée et à la liberté de communication justifie que ces fonctions soient confiées à des personnes présentant des garanties renforcées. La présence de magistrats au sein du collège de l'ARCOM est de plus parfaitement cohérente avec les nouvelles missions au-delà du champ de la propriété intellectuelle qui sont confiées à l'autorité. Hier, par la loi relative à la manipulation de l'information, demain, par la loi confortant le respect des principes républicains, après-demain, par le Digital Service Act, en matière de liberté d'expression, lutte contre la haine en ligne, lutte contre la désinformation. Cela justifie pleinement que le collège de l'ARCOM puisse bénéficier de l'expertise de 2 membres magistrats. Par ailleurs, le CSA s'est interrogé dans son avis sur la question de savoir qui des 2 magistrats serait le titulaire de la réponse graduée et qui serait le suppléant. Le texte a été précisé depuis sur ce point, puisqu'il est prévu que l'ARCOM désignera celui des 2 magistrats qui sera titulaire pendant les 3 premières années de son mandat, puis c'est l'autre magistrat qui le remplacera pendant les 3 années suivantes. Voilà cette précision qui est importante. Alors, à votre suite, David Assouline, Michel Laugier s'est aussi intéressé sur la question du sport que vous aviez souligné, David Assouline, et que Michel Laugier a également souligné. Je trouve quand même un peu curieux que vous militiez pour une sorte de droit au piratage des manifestations sportives. Ça me paraît étrange. Je signale d'ailleurs que, bien entendu, les dispositifs qui combattent le piratage sur les manifestations sportives, vous le verrez, vous le voyez dans le texte, n'ont pas la même nature que ceux qui concernent les biens culturels ou les manifestations culturelles. Par définition, évidemment, le bien culturel est un bien pérenne, alors que les manifestations sportives s'inscrivent totalement dans une saison sportive et leur intérêt diminue, évidemment, pour ne pas dire disparaît, sitôt la manifestation en direct faite. Le sport, pardon, mais ce n'est pas seulement les grandes manifestations sportives de type football, c'est aussi tout un catalogue de manifestations. Et vraiment, je ne peux pas défendre une idée d'une sorte de droit au piratage illimité des manifestations sportives qui pourrait être gravement dommageable pour l'ensemble du sport français. On ne pourra pas faire de distinction entre les différentes manifestations sportives selon qu'elles relèvent de recettes importantes ou de recettes parfois quasiment inexistantes. Alors, des questions ont été posées sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur par à la fois Jérémy Bacci et par Laure Darcos sur la protection des catalogues, et sans doute n'ai-je pas été assez complète sur ce sujet dans ma présentation liminaire. Un point
Pour Laure Darcos, le terme de remarquable n'apparaît plus dans le texte. Vous avez raison, Laure Darcos, parce que ça peut poser un problème de définition juridique. À partir de quand est-on une œuvre remarquable ou n'est-on pas une œuvre remarquable? Tout ça, d'ailleurs, instaurant une disposition largement subjective. Donc, il n'y a plus la notion de remarquable. C'est donc une protection des catalogues de nos œuvres cinématographiques. Vraiment, c'est un enjeu qui est très important pour les Français, à la fois en termes de patrimoine, d'identité et de souveraineté nationale. Et je répondrai déjà en partie à l'interrogation qui m'a été posée par Julien Bargeton. C'est évidemment un élément tout à fait important de souveraineté nationale. Alors, j'ai évoqué à travers des grandes sociétés comme Gaumont, Pathé, Studio Canal, les grandes œuvres des cinémas français. Alors aujourd'hui, il faut savoir que le public a la garantie d'avoir accès aux œuvres françaises, car les producteurs établis en France qui possèdent ces œuvres sont tenus donc à une obligation, j'ouvre les guillemets, de recherche d'exploitation suivie, prévue par le Code de la propriété intellectuelle. Cette obligation essentielle leur impose de conserver les supports des œuvres en bon état et de fournir leurs meilleurs efforts pour que l'œuvre puisse être exploitée et donc vue par le public en France et à l'étranger. Alors, j'ai évoqué ces risques de grandes sociétés de production qui peuvent être rachetées, mais simplement leurs catalogues peuvent être rachetés par des entreprises qui ne sont pas tenues en l'état du droit à cette obligation de recherche d'exploitation suivie. Simplement parce que ce sont des sociétés étrangères ou parce qu'il ne s'agit pas de sociétés de production. On pense évidemment aux fonds d'investissement. Ainsi, les œuvres rachetées par des entreprises américaines ou chinoises pourraient, du jour au lendemain, être inaccessibles au public français. Ces acheteurs pourraient décider de les retirer temporairement du marché ou encore, je l'ai dit, d'exploiter seulement les productions les plus rentables. Vraiment, ce risque est d'autant plus inacceptable que les œuvres françaises ont le plus souvent, pas dire totalement, été financées par les fonds publics, notamment via les soutiens du CNC ou les différentes dispositions fiscales. Par ailleurs, je voulais dire que les concertations ont été menées. Elles ont été menées par le CNC et elles continuent à être menées par le CNC avec les différentes parties prenantes sur ce sujet, nous sommes également à disposition pour améliorer le texte. Donc, il y a bien eu concertation. Je ne comprends pas cette polémique. Elle a été absolument menée. Je reprends donc mon propos. Nous allons donc soumettre les œuvres cinématographiques et audiovisuelles à un dispositif de protection quand elles sont rachetées par des entreprises qui aujourd'hui ne sont pas tenues donc à cette question d'exploitation suivie. L'article 17 étend donc à toutes les personnes qui rachètent une ou plusieurs œuvres françaises l'obligation de recherche d'exploitation suivie. Ça existe uniquement pour les producteurs établis en France. Tout projet de cession d'œuvres doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de mes services au moins 6 mois avant la date de l'opération envisagée. Ces 6 mois permettent de vérifier que l'acheteur présente bien toutes les garanties pour assurer la recherche d'exploitation suivie. Et si ce n'est pas le cas, des garanties peuvent lui être imposées par une commission de protection de l'accès aux œuvres. C'est un dispositif nécessaire, c'est un dispositif proportionné. Nous ne pouvions pas, d'ailleurs, vous le reconnaîtrez, en l'état du droit, aller plus loin. Notamment la liberté de circulation des capitaux, telle que délimitée dans le droit de l'Union européenne, nous interdit de soumettre les projets de rachat à une autorisation préalable et de faire juridiquement obstacle à la vente. Ce projet est soutenu par toutes les organisations de cinéastes et par de nombreux producteurs. C'est un premier pas important dans la défense de notre souveraineté culturelle. Je redis pour ma part que nous poursuivons la réflexion sur la défense de nos actifs culturels stratégiques. Je pense en particulier à la protection de notre réseau de salles de cinéma,
la protection de nos actifs culturels stratégiques est aussi, Julien Bargeton, une question de souveraineté nationale. Finalement, l'ensemble du texte est une défense de la souveraineté. L'interdiction du piratage, la création d'une autorité indépendante qui garantit des mesures efficaces sur cette lutte contre le piratage, la protection des catalogues, s'inscrivant dans l'architecture globale que j'ai définie au début de mon propos liminaire. Tout cela est une question de souveraineté nationale. Et je crois qu'il y a je suis toujours surprise dans ce débat sur ces sujets qu'on oppose trop souvent le droit des consommateurs à ce texte. Parce que le droit des consommateurs, c'est aussi le droit d'avoir une souveraineté sur des biens culturels et de garder la propriété de ces œuvres culturelles. Pourquoi certains s'indignent-ils de perte de souveraineté dans la recherche pharmaceutique ou la construction automobile et laisseraient finalement les biens culturels à disposition sans que les créateurs soient rémunérés pour le travail et la créativité dont ils ont fait preuve. Ce débat, ne pensez pas qu'il est absent, qu'il est réglé, il est toujours devant nous. C'est pour ça que les dispositions de ce texte sont particulièrement importantes, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Ministre. Je crois que les propos contenus de deux collègues sur le sport n'étaient pas tout à fait ceux que vous avez entendus, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Un mot rapide, David Assouline. D'autres questions? Oui, juste une petite mise au point, Madame la Ministre. Je n'appelle pas au piratage ni ne soutiens les pirates. J'ai dit très exactement que je trouve dommage que la façon d'aborder le sport à la télévision soit dans cette loi sous le prisme de la lutte contre le piratage, qui d'ailleurs existe dans une autre loi sur le sport, et vient dénaturer le débat parce que il y a, et je finis là-dessus, 5 ans, à la demande du gouvernement, j'ai remis un rapport pour faire que le sport soit plus accessible à la télévision et de façon gratuite, et que je n'ai jamais vu la suite de ce qui a normalement aurait dû être décidé par votre gouvernement, puisqu'il me l'a dit à peu près tous les ans que ça allait venir, notamment un décret sur les événements importants, et que pas de réponse là-dessus, pas de dépôt de loi. Par contre, sur le piratage, il y a quelque chose qui vient au mauvais endroit. Donc je suis contre le piratage, mais je suis pour que les gens puissent regarder le sport de façon démocratique. Voilà, précision donnée. Moi, je voudrais sortir quelques instants du texte de loi. Je crois qu'on a fini les questions. Je voudrais... Ah, pardon, il y a Madame de Marco qui avait encore une question à vous poser sur le projet de loi. Oui, merci Madame la Ministre. Voilà, moi, je reviens sur ce projet de loi et sur le bilan d'Hadopi qui a montré quand même que l'outil le plus efficace pour lutter contre le piratage des œuvres est de proposer une offre légale et séduisante. Alors, il est probable que Netflix a davantage contribué à la baisse du piratage qu'Hadopi, me semble-t-il. Alors, concernant les retransmissions sportives, l'éclatement de l'offre a largement contribué à diminuer l'accès légal aux matchs en direct, favorisant donc du coup un retour de plateformes de piratage. Pensez-vous que ce projet de loi permettrait de développer et d'encourager davantage l'offre légale de contenu? Et quels moyens pourraient être envisagés pour cela? Chère sénatrice, me rappelez votre dernière question. J'ai eu une interruption de son sur la dernière partie de votre intervention. Ma question étant, ce projet de loi permettra-t-il de développer et d'encourager davantage l'offre légale de contenu? Et quels moyens peuvent-ils envisager pour cela? Très rapidement sur votre question, je note que le piratage a augmenté de la même façon que les propositions commerciales de Netflix ont augmenté. Donc, créditer Netflix de la diminution du piratage, je ne vois pas que les chiffres le confirment. Quant à l'offre légale de contenu,
ce n'est pas le sujet du projet de loi, d'augmenter l'offre légale de contenu. Moi, ce que je note, c'est que la France, grâce à des mécanismes extrêmement puissants d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle, participe comme aucun autre pays européen, par des mécanismes qui sont des mécanismes publics, à la création d'une offre diversifiée et de qualité de contenu dans ces deux secteurs. Et qu'on a vu d'ailleurs, à travers cette crise sanitaire, à quel point ces politiques qui ont permis finalement que le cinéma français reste le dernier cinéma européen, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des films qui sont faits dans d'autres pays européens, mais qu'on peut dire qu'il y ait en France une industrie cinématographique, cette politique publique a été à l'œuvre, elle n'a pas défailli pendant la crise, elle a permis de soutenir les créations, elle a permis de soutenir le tournage des films que j'ai autorisés, que j'ai permis de financer. Elle a protégé le système de distribution des salles de cinéma, à travers nos 2000 salles de cinéma, nos 6000 écrans, et toute la politique que je veux mener est de protéger à tous les stades de l'industrie cinématographique, de protéger et audiovisuelle, de protéger cette offre légale de contenu. Donc, véritablement, je crois qu'on peut être collectivement fiers d'un système que d'ailleurs, sur tous les bancs et dans toutes les sensibilités, nous avons défendu et que nous nous transmettons à travers tous les aléas des changements de majorité. Merci Madame la Ministre. Si vous me le permettez, moi j'avais deux questions à vous poser, mais qui n'ont pas un lien avec le projet de loi, mais qui sont plus des questions d'actualité. La première concerne Culture Box, initiative de France Télévisions que vous aviez personnellement beaucoup soutenue, mais qui normalement arrive à échéance à la fin du mois d'avril. Malheureusement, la crise sanitaire est toujours présente et les restrictions en matière d'activité culturelle de même. Est-ce que le gouvernement envisage de soutenir la prolongation de Culture Box pendant quelques semaines ou quelques mois? Et puis la deuxième question, on lit souvent dans la presse, mais vous allez infirmer ou confirmer, que l'État privilégierait concernant la vente d'M6 le rachat par TF1. Comme c'est dit avec insistance par la presse, je me permets de vous poser la question pour savoir s'il y a un scénario privilégié par le gouvernement. Ah oui, il faut que je rallume mon micro. Première question, Monsieur le Président, sur Culture Box. Nous sommes en train d'analyser les choses. Effectivement, si la crise continue, je pense que la prolongation de Culture Box est une chose à envisager. Vous savez que j'ai beaucoup milité pour la création de cette chaîne et que nous avons, avec Roch-Olivier Mestre d'ailleurs, que je remercie à ce sujet, puisque je crois qu'il va vous rejoindre dans quelques minutes et il écoute peut-être nos échanges, que je remercie pour avoir permis de façon vraiment très rapide la création de Culture Box. Nous sommes en train de faire le bilan et l'analyse de tout cela. Nous n'avons pas à ce stade de scénario privilégié et comment dirais-je, les indiscrétions, les bruits de couloir ne sont pas des choses dont je vais faire état à ce stade, mais je reviendrai bien entendu volontiers vers vous lorsque les choses seront officialisées et stabilisées. Bien entendu, Monsieur le Président, vous pouvez compter sur moi. Madame le ministre, en ne vous cachant pas mon plaisir de vous retrouver en forme ascendante, je veux préciser que le projet de loi est de bonne loi. Toutefois, dans l'aspect de protection de l'œuvre à l'heure du numérique, m'interroge. Vous n'êtes pas sans savoir que nombre de jeunes artistes, créateurs, artisans sont contraints, à la fin de communication, de diffuser leurs œuvres sur les réseaux sociaux. Cette pratique, bien que de nature à les exposer au plagiat et à toutes sortes de dépossessions de leur création, est incontournable pour quiconque aujourd'hui se lance dans une carrière créative. Certaines grandes marques de prêt-à-porter se sont déjà fait remarquer par des faits litigieux à cet égard. Des jeunes créateurs peu scrupuleux s'adonnent également à ces pratiques de curation. Alors ma question est simple, comment protéger l'image des œuvres sur les réseaux sociaux et l'ARCOM sera-t-elle dotée d'une telle mission?
Je vous en remercie. Madame la Ce que ministre. je dois faire, j'éteins mon micro au lieu de le rallumer. Vous êtes, cher Jean-Pierre Decool, au cœur d'un débat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un créateur choisit, pour des raisons commerciales, d'abandonner sa possibilité de défendre sa propriété intellectuelle, on ne peut pas le suppléer dans cette démarche. Bien entendu, il y a un certain nombre de supports sur lesquels nous pouvons intervenir et nous avons comment dirais-je, nous en discuterons au fond lors de l'examen du projet de loi, mais véritablement, si quelqu'un décide qu'il est plus intéressant pour lui de perdre son droit à la propriété intellectuelle pour assurer, croit-il, un meilleur rendement de sa capacité créatrice, comment l'en empêcher? Vous posez une question de fond, mais c'est aussi la liberté du créateur. Je ne vois pas vraiment que, comment dirais-je, l'ARCOM puisse intervenir dans le cadre des réseaux sociaux. Déjà, on a déjà bien du mal à essayer d'apporter un peu de moralité, un peu d'éthique, disons, pour utiliser un mot moins controversé sur les réseaux sociaux. Là, je pense que vous confieriez à l'ARCOM une obligation démesurée et qu'elle serait bien incapable de remplir. Merci Madame la Ministre. Il n'y a plus de questions cette fois-ci. Eh bien, il nous reste à vous remercier des réponses que vous avez apportées à la Commission. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ce débat s'ouvre sur ce texte grâce à cette audition de cet après-midi. Et nous aurons bien sûr à cœur de le poursuivre pendant les semaines qui viennent jusqu'au débat dans l'hémicycle le 18 mai. À très bientôt Madame la Ministre et encore une fois, prompt rétablissement. Merci.